L'UFC 311 n'était pas un événement aussi mauvais que ce que certains anticipaient. On a eu l'annulation du combat entre Arman Tsarukyan et Islam Makhachev, un combat qu'on attendait tant. Finalement, le combat principal, on l'a pas eu, mais en plus, c'est pas seulement un combat, mais deux qui ont été annulés. Le combat entre Renato Moicano et Benil Dariush, qui était très intéressant parce que les niveaux étaient assez similaires, a été lui aussi annulé. Finalement, on se retrouve avec un Renato Moicano qui a affronté un Islam Makhachev bien trop fort pour lui. Tous les combats ont été dans la physionomie que j'avais annoncé sur mes différents réseaux sociaux et que tout le monde en réalité visualisé, que ce soit le combat entre Iri Prohaska et Jamal Hill, que ce soit le combat entre Merab Dvalishvili et Oumar Nurmagomedov, ou enfin le dernier combat entre Islam Makhachev et Renato Moicano. On va parler de tout ça. Il y a un combat dont je souhaite parler avant ça, il y a deux combats dont je souhaite parler avant ça. Très rapidement, Peyton Talbot, qui est la déception de la soirée un peu. Le problème avec cette défaite, c'est que limite pour les combattants qui sont émergents comme lui, qui est déjà une superstar aux États-Unis, une superstar. C'est déjà une star montante aux États-Unis. Il fallait juste qu'il prouve dans la cage. On l'a mis face à Barcelos, ce qui n'est pas un cadeau, mais c'était quand même une marche pour lui, juste pour qu'il la passe. C'était pas du tout une opposition où on essayait de tuer une des deux superstars comme l'UFC a l'habitude de nous faire. C'était clairement un test de plus, histoire qu'il nous montre de nouveau de quoi il est capable, Peyton Talbot. Pourquoi je dis que c'est un problème cette défaite, c'est que c'est une défaite par décision. Il nous a pas fait une performance à la hauteur de ce à quoi on s'attend, tout simplement pour une star de son calibre, en tout cas pour une star montante de son calibre. Et en plus de ça, c'est un problème de niveau. Encore quand on a des combattants qui perdent sur un KO ou sur une soumission, on peut accuser la chance, on peut dire que c'est un accident, on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas représentatif en réalité de la physionomie du combat, mais perdre par décision quand on a une grosse hype, c'est encore plus un problème parce qu'en fait, on montre que la physionomie du combat n'est pas allée en notre faveur, on n'est pas encore au niveau pour être adulé à ce niveau-là. C'est ce qui s'était passé avec Paddy Pimblett quand il avait affronté Jared Gordon, où en fait, on voit une superstar montante, mais il a énormément de mal face à un combattant dont personne ne parle, qui était censé être juste une marche de plus à monter. Finalement, bon, en plus, ça c'était un vol. Ici, ça s'est pas fini en vol finalement pour Peyton. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était clair que Peyton Talbot a perdu ce combat. Mais voilà, c'était la petite note du début pour Peyton. C'est la petite déception. Ensuite, on a eu le combat de Kevin Holland face à Reiner de Ridder. Kevin Holland, c'est particulier, hein. C'est 3-4 même, je dirais, dernier combat. On a l'impression qu'il est là seulement pour être un company man. C'est un mec de l'entreprise. C'est le pote de Dana White, quoi. Si Dana White a besoin de lui, il est là. Il n'a pas particulièrement d'ambition personnelle. Il vient pour combattre, prendre son chèque, partir. Je pense que ce rôle qu'il a un peu à l'UFC de combattant entertaining, qui est prêt à prendre n'importe qui, n'importe quand, un company man, ce rôle est en train de se ternir aujourd'hui. Il perd de plus en plus d'intérêt, en fait, Kevin Holland. Donc voilà, c'est très bien pour Reiner de Ridder. J'attends de voir ce qu'il va faire face aux combattants qui ont vraiment la dalle dans cette division. Kevin Holland est un peu éteint depuis quelques combats, particulièrement depuis le combat face à MVP. C'est l'effet Michael Venom Page. Que puis-je dire de plus? Jelton Almeida face à Sergey Spivak. Alors, ce combat, c'était assez particulier parce que Jelton Almeida, qui commence tous ses combats par son front kick et ensuite plongé dans les jambes, ça n'avait pas marché face à Curtis Blade. Du moins, ça n'avait pas payé cette stratégie face à Curtis Blade. Là, il s'est retrouvé du coup à plus échanger au début du combat. Il me semble pas avoir vu un combat de Jelton Almeida dans peut-être ses 5-10 derniers combats où il échange autant en boxe anglaise pure. Et là, il a pu vraiment s'illustrer parce que c'est un combattant dont on connaît la capacité de boxe anglaise, mais qui n'a pas toujours besoin de le montrer grâce à la supériorité qu'il a en lutte et en jiu-jitsu par rapport aux autres combattants dans cette catégorie des poids lourds où au sol il n'y a pas vraiment de niveau. Et là il a pu vraiment s'illustrer en boxe anglaise. À la fin ça a quand même pu capitaliser au sol, un peu à la manière d'Axel Sola. Ceux qui ont vu le combat on la ref. Mais voilà, c'est sa boxe qui lui a permis de s'illustrer au sol et de terminer le combat en ground and pound. Jelton Almeida, pour changer, a encore une fois call out Cyril Gane. Je pense que c'est un combat qui fait sens, mais le fait que Cyril Gane ait gagné son dernier combat, après, peut-être que l'UFC va considérer que Cyril Gane n'a pas gagné son dernier combat face à Volkov. Peut-être qu'ils n'ont pas revu le combat. Peut-être qu'eux ne prennent pas du tout en considération le fait que Cyril Gane s'est blessé pendant le combat. Et donc, ils vont être assez froids dans leurs décisions et se dire que Cyril Gane, ta performance n'était pas si dominante que ça face à Volkov. Peu importe la raison, peu importe la blessure. Donc, ça fait sens que tu affrontes quelqu'un comme Jelton Almeida qui, lui, sort d'une performance super dominante. Jelton Almeida, il a eu l'habitude de monter les rankings très rapidement. De toute manière, quand il est arrivé dans cette catégorie, on parlait de lui comme un potentiel futur champion à cause du déficit en termes de niveau de grappling et de lutte dans la catégorie des heavyweights. Ce serait pas étonnant que l'UFC reprenne cette stratégie de vouloir faire monter Jelton Almeida très très vite et donc qu'il le mette face à un combattant comme Cyril Gane dans l'espoir qu'il fasse son entrée dans le top 5 voire top 3 de cette catégorie. Là il a affronté Spivak qui était derrière lui, donc qui était 7ème. Là lui il est 6ème. Est-ce que du coup ça mérite qu'il monte dans le classement?
C'est une question qui reste importante, puisque là, dans la catégorie, elle est très très indécise, cette catégorie. Le fait qu'on ait deux champions, littéralement, John Jones qui bloque la catégorie et qui ne combat pas, ou qui combat des retraités, et de l'autre côté, on a le vrai combattant qui combat Curtis Blake, qui combat Sergey Pavlovich, les vrais dangers de la catégorie, et qui en plus conserve sa ceinture, défend sa ceinture intérimaire, le vrai champion selon moi. Thomas Spinal, et du coup ça crée une certaine congestion au top du classement des heavyweights. Dans cette congestion, on a Cyril Gane. Cyril Gane n'est pas à ce point devant lui au classement pour pouvoir se permettre d'encore une fois refuser un combat. Non pas que Cyril Gane ait des raisons de refuser ce combat. Ça reste inquiétant au niveau de la lutte. C'est pas le style qui avantage le plus Cyril Gane. Là, ce serait vraiment un match-up défavorable. Donc c'est un excellent call-out de la part de Jelton Almeida. C'est une bonne performance dans la cage. Il a quand même fait son call-out, mais il faut le dire, il a raté son call-out. Il a appelé les habitants de Los Angeles Enfin, il a appelé Los Angeles Las Vegas tout simplement. Je pense qu'il aurait eu droit à une grosse ovation à ce moment-là s'il n'avait pas floppé en disant Las Vegas au lieu de Los Angeles. Peut-être que ça lui coûte son combat face à Cyril Gane. Honnêtement, c'est presque ce qu'on espère, parce que pour l'instant, Cyril Gane, il n'a pas montré une volonté de vouloir affronter Jelton Almeida, donc on considère que c'est quand même un combat qui ne l'arrange pas. Cyril Gane, de toute manière, il veut aller vers l'avant, il veut pas aller vers l'arrière, donc on peut dire on s'en réjouit qu'il n'obtienne pas ce combat, mais après cette performance, je ne serais pas étonné que l'UFC lui donne. Ensuite, on rentre dans les trois combats les plus intéressants de cette carte, la raison pour laquelle vous avez ouvert cette vidéo. Jiri Prochazka face à Jamal Hill. Il y a eu quelque chose qui a été mal compris dans les vidéos courtes que j'ai faites. Il y a certaines personnes qui me disent voilà, t'as vu, il l'a mis KO. Mais c'est exactement ce que j'avais pronostiqué. Vous pouvez retourner voir les vidéos. Souvent, vous entendez que la première phrase et après, vous bouchez les oreilles, vous écoutez pas toute la vidéo. Mais dans la vidéo, justement, et c'est pour ça que je profite dans les podcasts là pour donner un avis bien plus nuancé, j'ai expliqué que Jiri Prochazka avait un bien meilleur striking que Jamal Hill et qu'en plus de ça, il avait d'autres armes, le grappling, la lutte, des compétences que Jamal Hill n'a tout simplement pas. C'est ce que j'explique dans la vidéo. Et là, Jiri Prochazka, il n'a même pas eu à aller dans le grappling, à aller dans la lutte comme il a dû le faire face à Alex Pereira. Jiri Prochazka, il a un striking qu'on a presque sous-estimé, j'ai l'impression, après ces deux combats face à Alex Pereira. Faut vraiment s'en rendre compte, Jiri Prochazka, son striking est incroyable, sa boxe est incroyable. Il a quand même été touché par Jamal Hill. Jamal Hill commençait vraiment à comprendre le jeu d'Jiri Prochazka. Ces deux combattants en fait sont sous-estimés, ce qui est vraiment intéressant parce que j'en profite pour parler de ces deux combattants. Ils ont un parallèle de fou. Les deux ont eu la ceinture face à Glover Teixeira, les deux ont arraché la ceinture à la même personne. Ensuite, les deux ils ont perdu leur ceinture à cause d'eux-mêmes sur une blessure. Jamal Hill, c'était pas à l'entraînement, c'était en jouant au basket. Et Jiri Prochazka, c'était en essayant d'arranger son épaule de lui-même. Donc les deux pour des raisons stupides. Les deux sont revenus face à Alex Pereira et ont perdu. Donc voilà, ils ont un parcours assez similaire et les deux aujourd'hui sont extrêmement sous-estimés. Et là, dans ce combat, ils ont grandement élevé en fait l'estime qu'on peut avoir d'eux. Jamal Hill un peu plus difficilement parce qu'il prend son KO, mais ne regardons pas seulement les KO. C'est comme Adesanya quand il a affronté Dricus du Plessis. Regardons la performance. Adesanya faisait une masterclass. Surtout dans le round justement précédent, le round où il s'est fait finir. Ici, Jamal Hill, c'est la même chose. Le round juste avant qu'il se fasse finir, c'est magnifique. Il envoyait des coups au corps. Il arrivait quand même à avoir un assez bon head movement pour esquiver les frappes de Jiri Prochazka. Il arrivait à toucher Jiri Prochazka, alors que Jamal Hill a une boxe bien plus rudimentaire. On voyait clairement que Jiri était un meilleur boxeur que Jamal Hill. Dans la technique, dans la forme, c'était bien plus propre que Jamal Hill, sachant que Jiri Prochazka, c'est le plus propre boxeur de toute façon. Mais Jamal Hill n'en était pas moins efficace sur certaines phases, c'est surprenant. Il arrivait quand même à trouver la tête de Jiri Prochazka ou son corps. Maintenant, quand Jiri Prochazka frappait, c'était toujours plus propre et il avait mis knockdown du coup Jamal Hill une première fois et on a très vite compris, je crois que c'était au premier round qu'il a mis knockdown, donc on a très vite compris que un moment dans le combat, il va réussir à le toucher une nouvelle fois et ce sera terminé et c'est arrivé et c'est à chaque fois la même combinaison qu'a fait pas mal Jiri Prochazka, c'était retrait de buste. Il envoie sa gauche et ensuite il enchaîne avec le crochet du droit. Il l'a fait plusieurs fois dans le combat. Plusieurs fois, le crochet n'a pas touché. Mais on voyait que si ça touche, ça tombe. À la fin, ça a fini par toucher. Donc il est tombé au round 3. Je crois que c'est l'action qui démarre la finition. C'est sur cette action, sur cette accélération qui gagne le combat. Donc voilà. C'était un peu ce que j'avais pronostiqué. Enfin, un peu. C'est même exactement ce que j'avais pronostiqué. La victoire de Jiri Prochazka sur Jamal Hill dans ce combat-là. Je peux pas en dire autant pour le combat suivant. J'admets que j'avais dit que Oumar Nurmagomedov l'emporterait sur Merab Dvalishvili. Par contre, j'avais bien dit que je vois pas comment est-ce qu'Oumar va réussir à déjouer les plans de Merab Dvalishvili. Merab Dvalishvili qui spamme la même chose et ça marche tout le temps. J'en ai parlé aussi avec Patrick Abirora. Je vous invite à regarder l'interview, c'est une vidéo juste avant. On parlait de ce combat et je disais que Merab Dvalishvili, le fait que son cardio soit illimité et qu'il arrive à spammer les mêmes techniques, un petit peu de striking, tout de suite la lutte. Et c'est même pas des actions décisives. C'est pas du striking pour mettre KO. C'est pas de la lutte pour ensuite chercher à finir au sol. C'est vraiment juste du spam pour
déranger l'adversaire pour l'empêcher de démarrer. Et s'il y avait bien une personne que je ne le voyais pas réussir à empêcher de démarrer, c'est Oumar Nurmagomedov. Il réussissait au début à très bien le garder à distance. Les deux premiers rounds d'Oumar Nurmagomedov, ils sont exemplaires. C'est vraiment juste une histoire de cardio. Oumar Nurmagomedov a montré que c'est un meilleur combattant de MMA que Merab-Dvalishvili. Il est plus complet, il est plus rapide, il est plus léger sur ses appuis. Tout ce qu'il fait, c'était bien plus propre. Il touchait clairement Merab-Dvalishvili au début du combat. Quand les deux étaient frais, Oumar Nurmagomedov touchait fort. Et il avait pas mal de fois touché sévèrement Merab-Dvalishvili. Par contre, quand les deux étaient beaucoup moins frais, bah, c'était l'inverse. Merab-Dvalishvili a fait une masterclass. Vraiment, c'était incroyable. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est les skills qui diminuent du côté d'Oumar Nurmagomedov, qui subliment du coup les skills de Merab-Dvalishvili, qui eux stagnent sur tout le combat. Il arrive à tenir le même rythme, ce qui est complètement inhumain. J'aime pas être la personne qui accuse les gens de dopage, etc. Mais la question ne se pose tellement pas pour Merab-Dvalishvili. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi frais à la fin du combat que Merab-Dvalishvili. Ça se voit qu'il peut faire encore un, deux, trois rounds peut-être après le combat, ce qui n'était pas du tout le cas de Oumar Nurmagomedov. Et c'était clairement une histoire de fatigue. Oumar se retrouvait à un moment, il s'est levé en utilisant sa main, genre vraiment comme quelqu'un qui est épuisé, qui a plus la force de se lever en fait. Il est plus complet, il sait faire plus de choses, il les fait mieux. Mais est-ce qu'il les fait mieux sur la durée? Non. Merab-Dvalishvili a fait une masterclass. Les gars, ce qui s'est passé à la fin du combat, c'est incroyable. Il le chambre en esquivant les coups de pied. Il le touche, il le met presque knockdown un moment. Et après, il le pointe comme ça, un peu comme Nate Diaz avait fait à Leon Edwards. Sauf que lui, il gagne le combat. Merab-Dvalishvili, contrairement à Nate Diaz. Juste après ça, il l'emmène au sol. Il y avait ce petit jeu avec les amener au sol où Oumar Nurmagomedov, la première fois qu'il a tenté un takedown sur Merab a rigolé un peu, il a essayé de le faire en retour directement. C'était vraiment une bonne opposition technique. Ce qu'ils nous ont donné, c'est ce qu'on attendait du main event justement entre Arman Tsarukyan et Islam Makhachev qu'on n'a pas eu finalement, mais on l'a eu un peu ce magnifique échange à haut niveau de grappling qu'on a rarement à l'UFC, qu'on a rarement en MMA tout simplement. Ils nous l'ont quand même donné, Oumar Nurmagomedov et Merab-Dvalishvili. C'était un magnifique combat pour même le dernier round, mais je dirais quand même pour les 4 premiers rounds. Le dernier round, c'est juste une domination de Merab-Dvalishvili. Il joue en fait. Et les commentateurs disaient pas mal que Merab-Dvalishvili devrait rester concentré, qu'il devrait rester dans le combat, pas parler avec les gens à l'extérieur. Mais là en fait il l'a tellement fait. On se rappelle de ce qu'il avait fait avec Henri Cerudo, médaille olympique de lutte. Il l'avait soulevé, il l'avait emmené vers Mark Zuckerberg et tout. Il avait parlé à Mark Zuckerberg pendant le combat et tout. C'est son style à Merab. En fait il s'amuse, il enjoy vraiment le combat. Et je pense que carrément ça l'aide à rester léger, à pas mettre trop de pression sur lui. Là où Oumar Nurmagomedov, ça se voyait qu'il était pris par la pression. Il y avait Khabib devant lui qui lui parlait en russe. Il y avait son coach Javier Mendes qui lui parlait en anglais sur le côté. Il avait encore un autre coach qui lui parlait. Tout le monde lui parlait en même temps. Il regardait un peu partout. On sentait que vraiment le moment l'avait dominé en fait. Il a été pris par le moment. Et en plus de ça, en face de lui, il a un Merab-Dvalishvili qui est tout excité, heureux d'être là. Je pense que ça jouait énormément, que ce soit dans le mental de Merab-Dvalishvili ou dans le mental d'Oumar Nurmagomedov. Donc voilà, pour Oumar Nurmagomedov, je pense que c'est pas terminé. Je le vois quand même devenir champion un jour à l'UFC. Il va revenir encore plus revanchard pour une raison simple, c'est que c'est la première défaite du trio Nurmagomedov. Enfin, quelqu'un l'a fait. C'est quelque chose dont va pouvoir se prévaloir Merab jusqu'à la fin de sa carrière. En plus, il l'a fait en défense de titre, donc vraiment excellent pour le stock de Merab. Le stock, le terme anglais sous-entendu, la valeur marchande de Merab, sa popularité. En plus de ça, il a augmenté sa popularité par le fait qu'il chambrait Oumar Nurmagomedov, le gars dont tout le monde est censé avoir peur. Le gars qui avait une cote très très basse parce que tous les bookmakers voyaient Oumar Nurmagomedov l'emporter sur Merab-Dvalishvili et pour des raisons claires, hein, pour les mêmes raisons pour lesquelles moi je voyais également Oumar l'emporter, c'est que c'est un meilleur combattant de MMA. Retournez voir les 2 premiers rounds, on voit que c'est un meilleur combattant que Merab-Dvalishvili, mais Merab a une sauce magique sur laquelle ils n'arrivent pas à mettre les mains manifestement ces Dagestanais. Son cardio est illimité. Je pense vraiment qu'il peut faire 10 rounds à l'UFC, Merab-Dvalishvili. S'il y a un combattant qui peut le faire, c'est Merab-Dvalishvili. Le cardio l'a emporté et bravo à lui, hein, bravo à lui, mais ça reste suspect tout ça. En tout cas, c'est un combattant qui est plaisant. Ce qu'il a fait à la fin, vraiment, quand il a marqué le coup, on aurait pu dire qu'il perdait le combat, hein. Ça, faut bien le noter, c'est un sujet qui est super intéressant. On pouvait donner 3 rounds à Oumar Nurmagomedov et 2 rounds seulement, les 2 derniers, à Merab-Dvalishvili. Mais même si les 2 rounds on les donnait à Merab-Dvalishvili, ça aurait étonné personne qu'on donne le combat à Oumar Nurmagomedov, tout simplement parce que 3 rounds à 2, bah, du coup celui qui en a 3 gagne. Mais ça c'est un problème à l'UFC, c'est quelque chose qui est sujet de controverse. Est-ce que vraiment on doit pas plus récompenser les derniers rounds? Parce que finalement un combat c'est quoi? Est-ce que c'est 5 combats différents ou est-ce que c'est un combat de 5 rounds? Et dans ce cas, celui qui finit au-dessus à la fin, comme Volkanovski face à Islam Makhachev,
est-ce que c'est pas celui qui gagne en réalité? Non pas qu'il suffit d'être au top à la fin du 5e round, mais là clairement on a un combat où à la fin on en a un qui est complètement lessivé, Oumar Nurmagomedov, qui est complètement battu, mais qui finalement se retrouve à avoir la main levée parce qu'il a gagné les 3 premiers rounds. Ça aurait été quand même bizarre. En plus de ça, c'était des rounds assez serrés. Et pour ajouter à ça, on parle du champion Merab-Dvalishvili. On dit toujours à l'UFC, pour prendre la ceinture au champion, il faut vraiment battre le champion. On ne peut pas juste prendre la ceinture en le battant un tout petit peu. C'est une coutume, c'est quelque chose. En vrai, c'est une règle qui devrait être fausse, hein. Si vous le battez d'un point, ça mérite quand même que vous gagnez la ceinture. Mais voilà, c'est une coutume qui est très connue depuis très longtemps en MMA. Je pense que personne n'aura vraiment de problème avec cette décision, si ce n'est Oumar Nurmagomedov et son équipe. Lui, il a dit après le combat que selon lui, il méritait de gagner ce combat, mais il faut qu'il re-regarde et qu'il refasse son opinion dessus. En tout cas, bravo à Merab-Dvalishvili qui a battu le record de Georges Saint-Pierre au niveau du nombre de takedowns inscrits dans l'histoire de l'UFC. Donc c'est incroyable ce qu'il nous a fait. Il nous a fait ça en plus dans les dernières secondes, vraiment juste pour le fun. Vous voyez, quand il fait ça en esquivant les coups de pied, et ben il l'a fait pendant le takedown où il a réussi à battre Georges Saint-Pierre, comme s'il savait qu'il avait battu le record, un peu comme les joueurs NBA quand ils battent des records de Kareem Abdul-Jabbar, de Michael Jordan, et que tout le public se lève alors que c'est juste un 2 points, mais tout le monde sait ce que représente ce 2 points. C'est un peu ce qui nous a fait vivre avec ce dernier takedown à 4 secondes de la fin du combat face à Oumar. Masterclass de la part de Merab-Dvalishvili. C'est un combattant qui rentre dans les cœurs des fans de plus en plus, et cette performance en particulier, ça le fait entrer dans l'histoire en fait, tout simplement. On passe au dernier combat qui s'est passé exactement comme je l'ai dit. S'il vous plaît, ceux qui me soutiennent et qui ne parlent pas dans les commentaires, c'est le moment de se manifester, que ce soit dans mes vidéos courtes ou dans les vidéos longues, là, ce genre de podcast. J'ai dit précisément Islam Makhachev, comme on sait tous qui va battre Renato Moicano. Venez, on donne tous un pronostic précis. Moi, j'ai dit que ce que je voyais, c'était une victoire par soumission d'Islam Makhachev au premier round. En plus, ce que je visualisais, c'était un étranglement. J'aurais aimé dire précisément par étranglement. Ce que j'ai dit, c'est que s'il a réussi à le faire face à Charles Oliveira, et que là, il se prépare pour affronter Arman Tsarukyan, qui est le meilleur grappleur autre que Islam Makhachev de la division. En plus, il se retrouve face à Renato Moicano, qui n'est pas quelqu'un qui allait surprendre la préparation d'Islam Makhachev grâce à son striking. Si Islam avait affronté quelqu'un d'autre que Arman Tsarukyan, et que ce quelqu'un d'autre c'était Volkanovski, que ce quelqu'un d'autre c'était Dan Hooker, que ce quelqu'un d'autre c'était Dustin Poirier, là peut-être que ça aurait été fatal, qu'il se serait dit ok, la veille du combat, on me change d'adversaire et en plus on me donne un excellent striker alors que je m'apprêtais à affronter un gros grappleur, ça pouvait faire la différence et le faire chuter. Ici par contre, on avait juste une version Wish de Charles Oliveira, sans vraiment manquer de respect à Renato Moicano, avec qui en plus j'ai échangé à l'UFC pareil. Donc vraiment, je veux pas lui manquer de respect, mais c'est pas du tout le niveau de Islam Makhachev, et il le sait très bien, Moicano. Moicano, les gars, il y avait une interview à la fin d'un des combats qu'il avait remporté où il avait dit ne me donnez pas des combats difficiles, donnez-moi des easy money fights, donnez-moi Dan Hooker. Finalement, on le met face à Islam Makhachev, littéralement le niveau impossible de la division. Donc voilà, il le sait très bien, il le savait, Renato Moicano, qui venait pour se faire abattre, il comptait sur un peu de chance. Le pire, c'est qu'avant le combat, il annonce avec son coach qu'il va choquer le monde en soumettant Islam Makhachev. Non mais, on dirait Ilia Topuria dans la folie. Sauf que t'as pas les skills d'Ilia Topuria, et même Ilia Topuria, je le vois pas soumettre Islam Makhachev. C'était sûr qu'il allait accepter d'aller au sol, parce que c'est un grappleur à la base, Renato Moicano, et même s'il avait décidé de rester debout, c'était très dangereux pour lui. Je pense que le striking d'Islam Makhachev est bien au-dessus de celui de Renato Moicano. Renato Moicano qui aurait dû tomber KO, non pas face à BSD, mais le combat encore avant face à Jalen Turner. Finalement, Jalen Turner l'avait épargné en voulant faire un walk-off KO, mais Renato Moicano ne devrait même pas être là. Il aurait même pas dû avoir l'occasion d'affronter BSD si Jalen Turner l'avait terminé ce jour-là, parce que la boxe de Renato Moicano, c'est loin d'être son atout principal. Son atout principal, c'est le grappling, c'est le jiu-jitsu au sol. Mais qui est le meilleur grappleur entre Islam Makhachev et Renato Moicano? C'est clairement Islam Makhachev. Donc j'étais sûr que ce serait une victoire par soumission au premier round, comme il l'avait fait à Charles Oliveira, un peu plus facile même. C'est ce qui s'est passé. Ceux qui me soutiennent, s'il vous plaît, manifestez-vous, particulièrement dans mes commentaires des vidéos courtes, là où y a pas mal de détracteurs. C'est un beau pronostic exact pour le main event de l'événement. Maintenant, bon, y en a qui vont appeler ça un tapin, hein, et vous aurez raison, hein, je m'enflamme un peu, ça me fait plaisir d'avoir un beau pronostic, mais c'est pas le plus fou de l'année. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même une belle carte. On a quand même vécu un bel événement. C'était beau ce qu'ils nous ont fait là sur place à Los Angeles. Il y a de plus en plus de moyens à l'UFC, on dirait. Du moins, ils accordent de plus en plus d'importance au spectacle. Notamment, je pense à la sphère et je pense à tout ce qu'ils sont en train d'implémenter autour des combattants, autour de l'octogone. Dans l'octogone, c'était pas mal non plus. Le combat entre Merab-Dvalishvili et Oumar Nurmagomedov a tenu toutes ses promesses. Je peux pas en dire moins pour le combat entre Jamal Hill et Jiri Prochazka.
Le reste, je vous en ai parlé. La seule déception, c'est peut-être Peyton Talbot qui aurait pu vraiment faire une belle superstar. C'est à peu près tout pour cette carte. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.